Merci Philippe Dion de venir aujourd'hui à la Galère nous parler de votre dernier roman paru chez Gallimard, Chéri Chéri. Chéri Chéri, c'est le héros de votre roman, c'est Denis. Vous projetez d'emblée le lecteur dans l'aventure. Dès la première page, Denis, dont on sait qu'il est critique, écrivain, travesti, marié, vient d'être passé à tabac. Avez-vous tout de suite fait le choix de cette entrée en matière pour ce roman ? Je fais jamais de choix avant d'écrire un roman parce que je sais jamais quel genre de roman je vais écrire. En général, c'est toujours la première phrase qui m'indique la suite. J'ai jamais de plan parce que je suis pas habitué à travailler avec un plan. Comme j'essaye de donner plutôt l'importance de mon travail à la langue, je trouve que l'histoire, c'est pas la chose la plus importante. Donc j'essaye tout de suite de trouver le ton, la tonalité, et c'est souvent la première phrase qui me met sur la piste. Évidemment que pour Chéri Chéri, c'était un peu simple quand même, parce que le jour il s'appelle Denis et le soir il s'appelle Denise. Donc là, j'ai pas eu trop à réfléchir sur l'orientation du livre. Mais c'était en même temps l'idée de mettre des identités en parallèle, et je trouvais que peut-être 2 identités, ça suffisait peut-être pas. Il en fallait une 3e, parce que c'est souvent aussi un des thèmes qui j'allais dire qui me sont chers. C'est pas que ça m'est cher, c'est que simplement qui m'obsède un petit peu cette idée de l'identité. Et je trouvais que c'était amusant d'avoir un personnage qui était donc écrivain le jour. Quand il rentre chez lui, il est en même temps le beau-fils d'un mafieux, donc ça va compliquer encore. Et la nuit, il danse peut-être en barésie, je ne suis pas sûr, mais disons qu'il se travestit. Et donc c'était l'idée de naviguer entre ces 3 identités. Les lieux sont importants pour situer ces identités. Il y a l'appartement et le cabaret. Oui, c'est pas tant les lieux que la proximité des lieux. Il faut que les personnages puissent aller assez vite d'un endroit à un autre. C'est pour ça que souvent, là par exemple, les beaux-parents habitent au-dessus. C'est-à-dire que l'histoire s'écroule s'il est obligé de prendre sa voiture pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est pas l'importance des lieux, c'est plutôt leur proximité. Il faut que les lieux aient une connexion entre eux. La succession rapide des événements, les personnages et, comme le dit le héros, sa propension à se fourrer dans des situations grotesques font une œuvre burlesque. Ce qualificatif vous convient-il ? Tout à fait, mais je trouve qu'il faut toujours, il faut pas oublier le pendant tragique, parce que le burlesque, moi aussi j'ai du mal à prononcer, il est mis en valeur si on lui trouve, c'est un peu comme quand vous faites une installation, il y a des toiles qui peuvent s'enrichir et s'illuminer l'une l'autre, si vous faites une mauvaise exposition, les trucs s'éteignent. Et je trouve que le grotesque en lui-même ne fonctionne que si on lui donne un pendant tragique par exemple. Parce que je trouve que nos vies sont plutôt tragiques-comiques. Donc il y a toujours ce côté-là. Mais burlesque, oui, parce que je trouve que les histoires, ça fait partie de ce que les Américains appellent entertainment. C'est-à-dire que vous pouvez aborder tous les grands sujets du monde, et les plus philosophiques et les plus profonds, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un contexte ennuyeux ou réservé à certains lecteurs. Moi, je trouve qu'il faut au contraire ouvrir au maximum, parce que mon travail d'écrivain, c'est quelque chose qui doit servir aux autres. J'écris pas simplement des histoires, parce que les histoires m'intéressent pas beaucoup. Mais je travaille la langue, et la langue, pour moi, c'est quand même l'outil qui nous sert à communiquer. Et je trouve que de moins en moins, aujourd'hui, les écrivains s'intéressent à la langue. Ils ont tous l'impression d'avoir un style et d'avoir une langue, et c'est pas vrai. Et j'ai toujours, moi, été subjugué, ému par des gens qui avaient un ton et une langue. Et ça se met au point, ça se travaille, et c'est pas, ça vient pas naturellement. On disait que Céline, par exemple, écrivait mal, alors que c'était un travailleur acharné. Donc, en fait, la langue, c'est vraiment je peux passer des heures sur une phrase, parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas l'histoire en elle-même. Et je comprends d'ailleurs pas très bien comment un écrivain, à un moment, peut se fixer d'autres buts que de travailler la langue. Ça, je comprends pas ça. Mais à partir du moment où vous travaillez la langue, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre vos personnages dans des situations abracadabrantes. Et souvent, moi, mes situations, je me souviens que, je crois que c'est dans un autre livre où un des deux personnages demande à l'autre, puisque tu es mon ami, si tu vois qu'après mon opération, je vais finir comme un légume, fais quelque chose pour moi, tue-moi. Mais me tue pas avec un coup de revolver à 3 km. Tu prends un couteau et tu me plantes le couteau, je veux sentir que tu me fais ça. Et donc à un moment ça arrive, évidemment, l'autre est obligé de planter son couteau dans le ventre de son ami. Et en même temps,
en enfonçant la lame dans le corps de l'ami, il va toucher quelque chose dans la moelle épinière qui va faire que, d'un seul coup, ça va mieux. Ce qui est absurde, il y a une chance sur 1 milliard pour que ça arrive. Et aujourd'hui, on a Wikipédia, j'ai mon frère qui est médecin, ce serait simple pour moi de téléphoner en demandant est-ce que tu crois que vraiment, si on fait ça, il y a une chance que... Mais je connais la réponse et elle ne m'intéresse pas. C'est plus amusant de vouloir donner on veut donner la mort et on donne la vie en même temps. Là, ça m'amuse. Et on est aussi là pour se divertir. Et je pense que le divertissement permet aussi de faire passer des choses avec moins de brutalité. Et quand vous n'êtes pas brutal, vous avez peut-être des chances d'arriver à ce que vous voulez faire chez l'autre. Alors justement, il y a des pages avec ce grotesque, c'est la finesse avec laquelle vous travaillez, peut-être une matière qui vous appartient, la sensualité. Il y a les scènes de sexe qui commencent de façon grotesque, mais il y a dans le détail, dans le travail de cette sensualité, beaucoup de finesse. C'est gentil de me dire qu'il y a de la finesse, mais... non, mais par exemple, les scènes de sexe, on m'a toujours dit oui, les scènes de sexe, mais je trouve que le sexe, il est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pratique tous plus ou moins, et qu'en même temps, c'est toujours un moment où le personnage se révèle. C'est-à-dire que si vous êtes un imbécile ou un salaud, ça va se voir tout de suite. Et ça ne m'ennuie pas en même temps de parler de ça. Je trouve qu'il y a des choses sur lesquelles je travaille, où j'essaye de travailler. J'essaie de travailler sur les scènes sexuelles parce qu'elles ne sont pas faciles à écrire. Et en même temps, ce n'est pas le milieu du sexe qui m'intéresse. C'est ce qui se passe avant ou après, les déambulations, comment les... Ça m'intéresse. Mais la sexualité, et puis... oui, l'écriture, la sexualité, l'amusement en même temps, je trouve que... Je pense que je suis rentré chez beaucoup d'auteurs par ce goût de l'amusement, par exemple. J'ai buté pendant des années avec Proust jusqu'au jour où je me suis dit, mais il est drôle ce gars. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Et donc, j'ai pu me faire à la langue, j'ai pu me faire à ce style et j'ai pu l'apprécier. Mais je pense qu'il faut toujours rentrer, c'est comme un territoire, un petit peu rentrer dans l'univers d'un écrivain. Par où vous allez rentrer ? Par là où c'est dégagé ou au contraire par derrière ? Est-ce que c'est comme une forêt ? Est-ce que aborder un écrivain, c'est aborder un territoire, je pense. Et si on a de la chance, ça peut être... oui, il y a un monde nouveau qui s'ouvre et ça doit servir à ça. Mais ça suppose en même temps que vous, en tant qu'écrivain, vous avez des outils pour donner des clés, par exemple. Je trouve que les scènes de sexe, mais les dialogues, par exemple, je trouve qu'en France, on est vraiment à des kilomètres des dialogues comme savent les écrire les Américains, parce qu'on ne se donne pas du mal. J'ai des ateliers d'écriture en ce moment à Genève, à Paris, et je sais que c'est là où ça bloque. C'est très très compliqué pour un auteur de manier la langue parlée, parce que justement on considère que la littérature, c'est pas de la langue parlée. Mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas s'y intéresser d'une manière très pointue. Parce que je trouve que la beauté de la langue aujourd'hui, elle est mêlée à celle qui est dite, mais qui est une fausse langue dite. Évidemment que ce que j'essaie de faire passer pour de la langue parlée, c'est pas de la langue parlée. Il faut la travailler d'une certaine manière pour donner l'impression que c'est une langue parlée. Si vous faites du micro-trottoir et que vous vous contentez de retranscrire ce que vous avez entendu, ça vaut rien du tout. Donc les dialogues, je trouve qu'il faut vraiment faire un effort sur les dialogues. Pourquoi ce choix la sexualité, les dialogues, ça fait déjà beaucoup de travail, quoi. Donc, oui. L'histoire, après, elle passe à un autre plan. Mais en même temps, comment écrire un livre sans raconter l'histoire ? Il y a forcément une histoire, plus ou moins intéressante, plus ou moins... Mais il y a forcément une histoire. Donc, le challenge, ça serait d'écrire un livre sans histoire. Mais personne n'arrive à faire ça encore. Et pourquoi ce cabaret ? C'était le lieu, vous l'avez choisi avant de créer le personnage ? Non, pas du tout. C'est Denise le jour, Denise la nuit. La nuit, elle est forcément dans un cabaret. L'idée, c'était pas qu'elle aille faire le tapin sur les quais, je sais pas. Non. Elle danse, elle aime ça. Et en même temps, comme c'est quand même un truc très particulier, il ne faut pas confondre le travestisme, les travestis et les gays, par exemple. On peut être travesti sans avoir des rapports avec des hommes. Donc c'était plutôt la sensualité, comment la qualité de la soie sur la peau. Et puis en plus, ça remonte à son enfance, puisque sa mère déjà se servait de lui pour faire des petites robes et des choses comme ça. Donc non, j'ai jamais mis les pieds dans un truc changé, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je trouve en même temps que les écrivains, on doit pas... Je suis un peu contre cette nouvelle
tendance chez certains écrivains qui sont, dont Emmanuel Carrère serait le chef de file, par exemple, c'est-à-dire de prendre, et Régis Geoffrey s'est engouffré dans la brèche, qui consiste à aller faire une enquête et à réécrire le roman de choses vraies. Il y a une espèce de... Je trouve qu'on est assis entre deux chaises. Soit on fait de la pure fiction, soit on fait des enquêtes et on essaye de bien les écrire. Mais cette idée à chaque fois de se mettre à l'intérieur d'une histoire vraie, j'en ai parlé avec Régis Geoffrey par exemple, quand je disais mais tu vas continuer à faire comme il avait fait 2 ou 3 fois. Et il m'a dit non, j'en ai marre. Ces enquêtes, j'en ai marre parce que ça m'éloigne trop de mon travail d'écrivain. Donc moi je suis pour la fiction pure. Je trouve que c'est le paradis de l'écrivain en même temps, la fiction pure. On peut faire tout ce qu'on veut en fait. Une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs? Des miens? Des miens ou peut-être d'autres auteurs? Des miens, non, je ne peux pas conseiller mes livres, mais il y a tellement de livres à conseiller. Moi, je dis toujours que j'ai été... l'étincelle, peut-être pour moi, ça a été The Catcher in the Rye de Salinger. Attrape-cœur de Salinger, ça a été... J'essaie toujours d'expliquer que dire quel est le roman ou quels sont les romans qui vous ont fondé ne sont pas forcément les romans que vous avez le plus aimés ou appréciés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui étaient à un moment comme une espèce de rupture dans ma conception de la littérature et la langue. Donc il y a eu Salinger, comme il y a eu Céline, comme il y a eu Kerouac, comme il y a eu Hemingway. Mais ça a toujours été des voix, ça a toujours été des langues en même temps. Donc oui, mais je peux conseiller tout Hemingway, évidemment. Et Saroyan et Salinger et Faulkner et Céline et Sandrard, mais on peut s'arrêter là parce que sinon on y est encore ce soir. Mais il suffit de tomber... C'est très compliqué de penser qu'on peut donner un livre comme ça. Parce que ce que ce livre m'a fait, il y a très très peu de chances pour que ça vous fasse exactement la même chose. Donc j'ai mes livres préférés, mais je ne suis pas sûr qu'en proposer d'autres, ça va, j'en ai proposé un, mais je ne suis pas sûr de l'histoire. J'ai fait lire ça à mes enfants en disant ça y est, j'ai la clé. Si je leur fais lire Salinger, sur les 3, il y en a un pour qui ça a marché et 2 autres, ça a été d'autres auteurs. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, les livres qu'on a. Merci Philippe Dian, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.